Dans ce journal, des images des chefs coutumiers supérieurs du Burkina qui s'expriment officiellement sur la question de la situation nationale dans une conférence de presse première du genre. Ils ont invité les autorités à poser des actions fortes, à cultiver davantage des valeurs telles que l'union, le pardon et la cohésion sociale. Février 2025, c'est la date proposée par le gouvernement pour la tenue des prochaines élections au Burkina. Une présidentielle donc, la rencontre informative entre le Premier ministre Albert Ouedraogo et les acteurs politiques a aussi fait cas de l'évolution des négociations entre les autorités de la transition et la CEDEAO. Et puis enfin, dans le reste de l'actualité, l'ONU a annoncé que sa mission au Mali serait prolongée d'une année. Cette suite donc de mission est prévue sans l'intervention aérienne de la France. On en parle dans fin de journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Ravi de vous retrouver pour les infos. Nous débutons donc par la rencontre ce 29 juin du Premier ministre Albert Ouedraogo avec les acteurs politiques. La prochaine présidentielle au Burkina est prévue pour février 2025. C'est l'une des annonces de cette rencontre informative. Elle était également le lieu pour faire le point des négociations entamées entre les autorités de la transition du Burkina et la CEDEAO. Le président nigérien Mahamadou Issoufou, médiateur de la communauté, est attendu demain à Ouagadougou. On en parle avec Wenla Sida Kaboré. Les élections présidentielles au Burkina Faso sont prévues pour février 2025. C'est l'une des principales informations issues de cette rencontre entre le chef du gouvernement Albert Ouedraogo et la classe politique ce 29 juin 2022. Le bilan des différentes étapes des négociations entamées depuis le 4 juin dernier entre les nouvelles autorités du Burkina avec la CEDEAO a été également présenté à la classe politique. Il vous souviendra qu'à la suite du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, il y a un facilitateur qui a été désigné et nous avons depuis lors entretenu un dialogue avec le facilitateur. Donc nous avons rencontré les acteurs politiques pour leur faire part de des échanges que nous avons avec le facilitateur, et nous avons aussi présenté aux acteurs politiques le chronogramme que nous allons présenter aux facilitateurs. Dans ce chronogramme, donc, nous avons insisté sur deux aspects, la restauration de la sécurité, mais également l'organisation des élections pour le retour à un ordre constitutionnel normal. Justement, comme suggestion, l'ex-majorité présente à la rencontre a estimé que la classe politique devrait être associée de bout en bout à la rédaction de cette feuille de route de la transition. Pour Bala Sakandé, président du MPP, c'est tout simplement de l'exclusion. On ne peut pas coudre une camisole de force pour habiller la classe politique burkinabé. Les partis politiques sont des émanations de la population burkinabé. Donc s'il y a des questions de cette importance et qu'on nous appelle pour dire qu'on veut vous informer, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc nous estimons que ça devrait commencer par des concertations. Nous estimons que si nous devons aller à la lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui on nous a donné des chiffres, le pays on l'a à 45%, si nous voulons qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main, il faut d'abord commencer par l'inclusion. Contrairement au Parti du Soleil Levant, certains partis politiques qui ont répondu présents à la rencontre ont apprécié le document qui leur a été soumis et s'engagent à accompagner sa mise en œuvre. Nous avons écouté attentivement l'équipe technique qui a fait un travail excellent, scientifique, que nous avons apprécié. Mais nous avons demandé à ce que ces informations-là nous parviennent le plus souvent, le plus tôt, pour que nous puissions soumettre à notre base pour appréciation. Et dans tous les cas, nous leur faisons confiance. En rappel, le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso est Mahamadou Issoufou. Le président du Niger est attendu à Ouagadougou vendredi 1er juillet en vue de poursuivre le dialogue avec le gouvernement de la transition.
Le Premier ministre a aussi rencontré les acteurs du secteur privé pour les mêmes informations. Les acteurs économiques ont apprécié avoir été impliqués pour prendre connaissance des informations communiquées, notamment donc sur les échanges de médiation entre le Burkina et la CEDEAO. Je vous propose d'écouter Lassine Diawara, représentant des acteurs économiques. Nous avons tenu à saluer le Premier ministre de nous avoir invités à cette réunion d'information qui était d'une très grande importance pour le secteur privé. Comme vous savez, dans la situation que nous vivons dans notre pays, nos pays dans cette situation sont exposés souvent à des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui impactent directement les activités du secteur privé. Donc c'était important pour nous d'être associés à une réunion d'information pour savoir que notre pays a établi un dialogue dynamique avec la CEDEAO pour sortir de la crise que nous pouvons vivre d'un moment à l'autre si des sanctions venaient à être prises. Alors, on nous a décrit la situation sécuritaire et décliné des plans d'action qui soutiennent ce dialogue avec la CEDEAO, la restauration, le retour donc à la sécurité qui est un point qui nous intéresse, et également les réponses à l'aspect humanitaire, mettre en place des réformes institutionnelles et aller à des élections. Nos réponses à cet exposé, c'était que nous soyons davantage associés à la base. C'est-à-dire qu'il y a un comité technique qui a été mis en place pour faire un certain nombre de travail. Et nous pensons que le secteur privé, que ce soit le patronat, la chambre d'agriculture, la chambre d'artisanat, que nous sommes donc des composantes qui peuvent apporter à l'élaboration des différents documents qui peuvent être présentés à la CEDEAO pour les sensibiliser sur les méfaits que peuvent avoir aussi les sanctions sur l'économie en général qui impacteraient les populations in fine. Le dernier Conseil des ministres a fait entre autres une évaluation de la situation humanitaire à Dori suite à l'attaque terroriste de Seitenga. Aussi, la rencontre gouvernementale a annoncé la libération de l'otage polonaise enlevée dans la région de l'Est. La rencontre était présidée par le chef de l'État ce 29 juin. Le compte-rendu avec Alexis Ouenkouni Belemnaba. En cette séance ordinaire du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 29 juin, plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, des communications orales, des nominations et l'autorisation des missions à l'étranger ont été faites. Au titre donc des communications orales, plusieurs dizaines ont été effectuées, dont celle du ministère en charge de la solidarité nationale, qui est la mission du chef de ce département dans le Sénat. Cette mission avait pour objectif de procéder à l'évaluation de la situation humanitaire dans la ville de Dori, causée donc par l'afflux de dizaines de milliers de personnes en provenance de Seitenga suite à l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 11 au 12 juin 2022 dans la dite commune et adapter donc une réponse humanitaire aux besoins réels de ces populations déplacées. Au titre du ministère de la Défense, c'est la libération de l'otage polonaise enlevée sur l'axe Machakwali le 29 avril dernier. Au titre des acquis donc, du gouvernement, sachez que le ministère de la Défense a pu libérer un otage d'origine polonaise qui a été donc enlevé sur l'axe Machakwali-Kanchari le 27 avril 2022 sur la RN 4. En partance au Niger. Donc, son nom, je vais tenter de le décrire, s'appelle Dednarski Rafal Kamil. Donc, il a été libéré donc, le 24 juin. Les autorités l'ont récupéré par la brigade de gendarmerie et transféré donc, à Ouaga le 27 juin. Donc actuellement, il est pris en charge par les équipes médicales pour un bilan de santé. Donc le 28 juin, une cérémonie de remise de l'otage a été organisée donc, par le ministère, les autorités chargées de la question. Il a été donc remis officiellement aux autorités polonaises qui ont envoyé une délégation au Burkina.
La 28e édition du FESPACO est également annoncée. Elle se tiendra du 25 février au 3 mars 2023. Le thème retenu pour cette édition est « Cinéma d'Afrique, culture et paix ». C'est une première dans l'histoire du Burkina, conférence de presse des chefs supérieurs coutumiers et traditionnels au palais du Moronaba. Ce 29 juin, ils ont fait plusieurs recommandations à l'endroit des autorités et des populations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la situation nationale en général. Les chefs supérieurs coutumiers et traditionnels insistent sur la notion du vivre ensemble. On en parle avec Maxime Jean-Bambara. L'événement est aussi inhabituel et particulier que le lieu où il se tient. Une conférence de presse des chefs supérieurs coutumiers et traditionnels du Burkina Faso au palais du Moronaba. Préoccupés par le contexte national tout aussi particulier, marqué par la crise multidimensionnelle, notamment l'insécurité, les conflits intra- et intercommunautaires, ces derniers rompent le silence face aux propos haineux et d'incitation à l'intolérance et à la violence de plus en plus récurrents sur les réseaux sociaux. En tant que dépositaire et garant des pouvoirs coutumiers et traditionnels, incarnation de nos valeurs ancestrales, acteurs de l'histoire de notre pays, nous, chefs supérieurs coutumiers et traditionnels du Burkina Faso, condamnons toute atteinte à la vie, à l'intégrité physique, morale et psychique de toute personne, quelle que soit sa race, son ethnie, sa religion, son appartenance politique et idéologique. Les propos haineux et d'incitation à l'intolérance et à la violence véhiculée à travers certains canaux de communication. Les chefs coutumiers et traditionnels rappellent par ailleurs au Burkinabé la nécessité de cultiver le sentiment d'appartenance à une même nation, la volonté de vivre ensemble et de bâtir à l'unisson une nation forte et prospère. Ils interpellent également les autorités du pays à concentrer toute leur énergie dans la lutte contre le terrorisme, le recouvrement de l'intégralité du territoire. Les acteurs politiques, administratifs, religieux et coutumiers, à quelque niveau qu'ils soient, sur le devoir de veiller au respect de l'intégrité de chaque communauté en utilisant leur leadership pour contribuer à apaiser les tensions et à réconcilier les Burkinabés. Les filles et fils du Burkina qui, pour des raisons diverses, ont des visions ou intérêts divergents avec la nation, à déposer les armes, à revenir à la raison et à la maison, pour qu'ensemble, nous bâtissions notre pays dans la paix et la quiétude. Le peuple burkinabé est aussi interpellé à manifester sa compassion et sa solidarité aux déplacés internes, mais aussi à cultiver l'union, le patriotisme, le pardon, la cohésion sociale. Les chefs supérieurs coutumiers et traditionnels ont pris l'engagement de jouer pleinement et entièrement leur partition pour la paix au Burkina Faso. Cette conférence de presse, première du genre dans l'histoire du pays, a réuni les rois, émirs, chefs de canton ou leurs représentants des différentes villes que sont Tenkodogo, Waïguya, Ouagadougou, Boussouma, Dori, Djibo, Bobo Dioulasso, Po, Dédougou et Gawa. Et nous revenons dans ce journal sur l'incident du 21 juin dernier à la base aérienne 511 qui a causé la mort de 2 personnes. C'est à travers une réaction du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples section Kadiogo. Le MBDHP dénonce de graves atteintes répétées à la vie humaine tout en rappelant les 2 événements similaires enregistrés en 2020. Le mouvement est en alerte attendant l'aboutissement de l'enquête ouverte. On en parle avec Maxime Jean-Bambara. Suite à l'incident survenu aux alentours de la base aérienne 511 dans la soirée du 21 juin dernier ayant causé la mort de 2 civils, la section Kadiogo du MBDHP, mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, a, dans un communiqué, condamné ce qu'il qualifie de graves atteintes répétées à la vie humaine. Pour le président de la section MBDHP du Kadiogo, le contexte sécuritaire très difficile ne saurait justifier qu'on en rajoute d'autres victimes. Pour nous, c'est des professionnels des armes qui sont régis, en tout cas dans l'exercice de leurs fonctions, par un certain nombre de règles et de principes. Et il convient qu'on applique en toutes circonstances ces règles-là. Et à ce niveau, vous avez par exemple les principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes par les agents chargés de l'application des textes.
qui doivent guider ces actions-là. Et quand vous lisez ces principes, c'est clair qu'on ne devrait pas assister à ces incidents dramatiques-là parce que le recours, l'usage des armes est bien réglementé. La section Kadiogo parle de graves atteintes répétées, d'autant plus que ce drame survient après d'autres encore vivaces dans les mémoires. L'on se rappelle des 6 juin et 21 novembre 2020, date auxquelles Lionel Roméo Kodoué Kamboui et Jerry Lamont, respectivement responsables de sociétés et citoyens américains, perdaient la vie à Ouagadougou aux abords de Palace Hotel et devant le camp militaire général Babassi des suites de tirs d'éléments des forces de défense et de sécurité. Adama Nabaloum dénonce ce qu'il qualifie de mépris de la dignité humaine et interpelle les FDS à plus de précautions. Ces précautions, c'est d'abord le renforcement de leurs capacités. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils sachent quand est-ce qu'on peut utiliser les armes contre des gens qu'on soupçonne être soit des dangers ou en tout cas qui ont violé d'une manière ou d'une autre la réglementation. C'est ensuite le matériel du travail. Parce qu'il faut que ceux qui sont aux avant-postes puissent pouvoir respecter les droits humains, être dans une sorte d'abri. Ensuite, c'est comme on l'a dit, lorsque ces genres d'incidents arrivent, voilà, il ne faut pas les ranger. Il faut mener des enquêtes, puis savoir exactement quelles sont les circonstances et les causes, et au besoin prendre les décisions qui s'imposent, même en termes de sanctions. Le président de la section Kadiogo du MBDHP salue l'ouverture de l'enquête annoncée par le parquet militaire, mais ce dernier dit attendre la suite de l'enquête afin de voir les responsabilités situées. Dans la suite de ce journal, l'aile historique du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, avec pour leader Achille Tapsoba, était face aux hommes de médias ce 29 juin à Ouagadougou. La rencontre a évoqué la crise vécue par le parti en ce moment et les grandes questions de la situation nationale. Tout le point avec notre reporter Wen Lassida Kabore. Le président par intérim du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, Achille Tapsoba et ses militants disent prendre acte de la lettre en date du 21 juin du président d'honneur, Blaise Compaoré, et exigent la tenue du 8e congrès ordinaire du CDP afin de relancer le parti. Cette exigence fait suite à la rencontre entre le président d'honneur et les deux partis antagonistes du 24 et 25 mai dernier. Selon Achille Tapsoba, le président d'honneur, dans sa lettre, dit avoir constaté des manquements dans le respect des textes statutaires du parti et aussi des divergences qui compromettent son existence. L'aile historique du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP compte donc prendre des mesures pour une sortie de crise. Nous avons pris premièrement acte de la mesure de sortie de crise. Deuxièmement, l'engagement de respecter et de faire respecter, la mise en œuvre de la mesure de sortie de crise définie par son Excellence, Monsieur le Président d'honneur Blaise Compaoré. Troisièmement, la résolution de mettre en application toutes les modalités pratiques relatives à l'organisation du dit congrès qui viendrait à être déterminé par lui. À cet effet, le premier responsable de l'aile historique du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP lance un appel à l'ensemble des militants à se mobiliser pour le bien-être du parti. À tous les militants et tous les militants actifs, tous ceux qui sont restés en réserve, ceux qui sont entrés dans l'inactivité et les démissionnaires qui désirent de faire le comeback, de se mobiliser et prendre en main le destin de leur parti. C'est ensemble, dans une vision harmonisée, que nous rendrons à notre grand parti ses lettres de noblesse. Se prononçant sur la situation nationale, Achille Tapsoba et ses camarades ont bien apprécié la création des zones d'intérêt militaire à l'Est et au Sahel par le gouvernement. Ils ont aussi salué la récente rencontre entre le président de la transition et les deux anciens chefs d'État, Roch-Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo. Le CDP encourage le président de la transition à poursuivre dans cette démarche en créant des conditions propices pour la participation prochaine à ce conclave du moment de présidents
Blaise Compaoré, ainsi que tous ceux qui ont occupé les très hautes fonctions du Burkina Faso. Dans le même ordre d'idée, le CDP appelle au retour de tous les exilés politiques et la libération des prisonniers de fait en politique. Chacun et chacune d'entre eux ont leur part contributive dans notre quête commune pour un Burkina réconcilié de paix et de sécurité. En rappel, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Edi Kombouego El Futuriste, lors de sa dernière rencontre de presse le 25 juin 2022, avait émis des doutes sur l'authenticité des lettres du président d'honneur Blaise Compaoré qui lui avaient été transmises. Il prévoit d'ailleurs une rencontre pour examiner la situation le samedi prochain lors de la rencontre du Bureau politique national. Un reportage qui porte la voix de Michael Toukri. Le FONER lance du 29 juin au 27 juillet 2022 une opération spéciale de recouvrement à l'endroit des anciens bénéficiaires du prêt FONER. Ce prêt remboursable après l'obtention d'un emploi a été instauré afin de soutenir les étudiants. Pour en savoir plus, nous avons rencontré donc le directeur de la mobilisation des ressources et du recouvrement des fonds. Précision avec Abdoulaye Migné. La créance du FONER est estimée à plus de 12 milliards de francs CFA, dont 7 milliards dans la fonction publique. Ces fonds avaient été mis à la disposition des étudiants sous forme de prêts pour leur permettre de poursuivre leurs études. Pour cette campagne, 500 millions de francs CFA sont prévus en termes de recouvrement. C'est une nouvelle stratégie des autorités de la transition qui consiste à aller vers les anciens étudiants, contrairement à l'ancien système. Selon le contrat, les étudiants, les anciens étudiants qui sont aujourd'hui des travailleurs, devaient venir se signaler eux-mêmes et faire le remboursement. Donc je ne vais pas dire que c'est une mauvaise foi. Voilà, je pense que c'est un manque d'information et surtout d'approche. Et c'est pour cela que nous allons vers eux. Durant cette campagne, les équipes du FONER vont mener des actions de sensibilisation et s'entretenir avec les employeurs pour définir les modalités de remboursement des dettes des travailleurs redevables au FONER. Il y a des équipes du FONER qui vont approcher les structures dans lesquelles nous avons des redevables, échanger avec ces employeurs, expliquer les mécanismes. Tantôt, j'expliquais l'un des mécanismes pour accompagner le FONER, c'était de reverser ces montants-là et puis de voir avec ces redevables-là comment payer ça avec des facilités à l'intérieur. Ou encore, il y a les retenues à la source. Les retenues à la source, c'est de s'accorder avec ces redevables-là combien ils peuvent céder par mois. Pour les redevables qui sont aujourd'hui fonctionnaires de l'État, le remboursement est plus simple selon le directeur du recouvrement. Par ailleurs, le système du FONER permet dans la plupart des cas de retrouver les travailleurs du secteur informel, explique Issa Soura. Qu'à cela ne tienne, il invite ceux qui ont la capacité de rembourser de faire preuve de patriotisme. Comme je dis, tout système n'est pas infaillible. Voilà, certaines peuvent échapper, certaines personnes peuvent échapper. Donc c'est le lieu quand même de profiter de votre média pour lancer vraiment un appel à toutes ces personnes-là, parce que qui est dans son champ, qui est dans une activité libérale, qui pense que le FONER ne peut pas le retrouver et qui sache que le FONER, c'est l'affaire de tous. Et ce qui se joue actuellement, c'est également la pérennité de la structure. Parce que si rien n'est fait, si les remboursements ne sont pas faits, à un moment donné, la structure disparaîtra. Et ce ne serait pas du tout, ça serait pas bien pour, en tout cas, cette nation-là, ou en tout cas pour les jeunes qui arrivent à Ouaga et qui n'ont vraiment aucun soutien. Il faut le dire, ils n'ont aucun soutien et c'est vraiment sur cette aide-là qu'ils comptent pour avancer dans leurs études. Pour l'heure, la dette estimée à 12 milliards de francs CFA est jugée énorme par le directeur en charge du recouvrement. Il explique qu'en moyenne, 3% des étudiants redevables remboursent leur prêt FONER par an. Il faut rappeler que le taux du prêt FONER est de 3% d'intérêt pour les anciens prêts. Nous parlons également dans ce journal d'excellence en milieu scolaire et enseignant pour le certificat d'études primaires CEP. Session 2022, des écoles, des élèves et des enseignants se sont distingués. Parmi ces derniers, une enseignante qui enregistre 100% de réussite dans sa classe, Claire Christelle Akalamizana, enseignante de l'école primaire Belleville B de Bobo-Dioulasso, était avec ses élèves depuis la classe de CP1. Zoom donc sur le cas avec notre correspondant Bouré Massoulou.
Claire Christelle Aka, née Lamizana, institutrice en service à l'école primaire publique Belleville B de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, fait partie de ces brillantes enseignantes à réaliser un résultat de 100% réussite au CIP session 2022. Si les 101 apprenants à sa charge ont pu décrocher leur diplôme de fin de cycle, c'est aussi grâce à la collaboration de ces deux suppléantes, affirme Claire Christelle Aka, née Lamizana. Je n'étais pas seule dans la classe de CM2. J'étais accompagnée de Madame Traoré, née Kone Semori, et Madame Diallo, née Nabayogo Tebnoma. Vraiment, ce sont des dames formidables. Nous avons travaillé dans l'entente, personne n'a voulu imposer son point de vue. On était vraiment complémentaires, ce qui a fait que le travail s'est très bien passé. Les 100%, ce n'est pas un fait du hasard. Puisque c'est depuis le CP1 qu'on prépare nos enfants. Et on les tient depuis le CP1. Il n'y a jamais eu de bagarre, on s'est toujours compris. Arrivé au CM2 avec l'appui de Mme Diallo, sincèrement, tout s'est très bien passé. Un résultat que Claire Christelle Aka, née Lamizana, doit également à toute l'équipe de la direction sous le leadership de Yacouba Ouedraogo, qui est le directeur de l'école primaire publique Belleville B. Et quand elle est arrivée, elle a tenu des classes, mais la promotion qu'elle vient de prendre, elle l'a tenue du CP1 jusqu'au CM2. Du CP1 jusqu'au CM2 cette année, avec les résultats que vous connaissez. Plus de cette année, il faut le dire honnêtement, que dire qu'on allait pouvoir faire du 100%, ce n'était pas évident. Mais Dieu merci, je dis bien Dieu merci, les résultats ont été à la hauteur de nos attentes. Mariée et mère de 3 enfants, Christelle Aka bénéficie également de la collaboration de son époux. Ce dernier lui a été d'un grand soutien, surtout au dernier moment. Commencer déjà à se préparer bien avant. Voilà, on a remarqué qu'elle a changé la disposition tactique de la famille même. Alors, en commençant par les travaux ménagers, elle a déjà réorganisé toute sa famille pour que chacun... Moi-même, j'avais ma tâche aussi à accomplir pour qu'elle puisse être un peu plus libre, s'occuper de ses enfants. Avec 14 années d'expérience dans l'enseignement, Claire Christelle Aka, née Lamizana, n'a autre défi que de toujours donner le meilleur d'elle-même pour le bonheur de ses élèves. Dans le reste de l'actualité, il est question de l'ONU qui prolonge d'une année sa mission au Mali, une mission annoncée cette fois sans l'intervention aérienne de la France. Il est prévu que la MINUSMA fournisse un rapport dès janvier prochain pour permettre d'adapter ses actions et faire le point donc de l'évolution de ses relations avec la junte au pouvoir malienne. La mission des Nations Unies au Mali a été prolongée d'1 an. Prise par le Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution rédigée par la France a été adoptée par 13 voix sur 15, la Russie et la Chine s'étant abstenues. Moscou a expliqué son abstention par les formulations intrusives du texte en matière de droits humains qui s'opposeraient à la souveraineté malienne. Le document prévoit un maintien des effectifs actuels, 13 289 militaires et 1920 policiers. Toutefois, la mission ne comprendra plus le soutien aérien de la France. Le texte réclame également aux casques bleus de soutenir une transition politique selon l'application de l'accord de paix de 2015. Créée en 2013, la MINUSMA est devenue aujourd'hui l'une des missions de l'ONU la plus meurtrière pour les casques bleus. Cette décision de maintien de la mission pourrait donc pousser des pays européens à quitter cette force internationale. Un rapport du secrétaire général de l'ONU afin d'adapter éventuellement le format de la MINUSMA et étudier l'évolution de ses relations avec la junte militaire au pouvoir doit être rendu en janvier 2023. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programmes sur votre télé.